Nous voici réunis à nouveau, ça fait déjà plus d'un mois. Eh oui, déjà un mois. Pour le nouveau coup de cœur du libraire. On est à quel numéro? Numéro 6. Eh oui, déjà. On est au numéro 6, alors coup de cœur du libraire et coup de cœur du frère Thierry, ancien libraire. On peut voir ça comme ça, car vous connaissez le frère Thierry, il aime beaucoup la discussion, il aime beaucoup parler, il le fait très bien, donc il a évidemment lui aussi ses coups de cœur. Alors, je voudrais commencer, frère Thierry, par évoquer, vous savez, je vous avais parlé dans le coup de cœur numéro 5, du journal de Lucien Rebattet, paru dernièrement aux éditions de l'Homme Libre. En combien de volumes? En 3 volumes. 3 volumes. Le dernier volume couvrant les années 1963-1972. 1963, une année qui m'est chère, puisque c'est mon année de naissance, donc j'ai commencé par ce volume. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, car tout n'est pas, je dirais, lisible, puisque c'est du Rebattet, si j'ose dire, mais je voudrais quand même faire part de non pas de ma stupeur, mais de ma surprise de voir que Rebattet, qui était, je dirais, on peut dire, anticlérical, un anticléricalisme un peu déchaîné, c'est une des traditions françaises. C'est une des traditions françaises, mais c'est vrai que lui, on l'a bien vu dans les deux étendards. D'ailleurs, dans les deux étendards, il y a à la fois un jeune qui veut être prêtre et un jeune qui critique. Donc c'est un débat très constructif. Mais ce qui me surprend, c'est que là, ce sont les années 60, les années du Concile, et Rebattet, plusieurs fois, défend l'Église traditionnelle. C'est un peu surprenant, mais il est vrai qu'il a tendance à défendre l'Église traditionnelle. Alors, 2 petits exemples. Alors, c'est du mois de décembre 64, et voilà ce qu'il dit. Un jésuite qui mène la vie de brahmane depuis 6 ans, interviewé ce soir à la télé, déclare avec tranquillité que si un hindou ne trouve pas dans le christianisme son accomplissement, il est préférable qu'il reste dans sa religion. En entendant de tels propos, on a la sensation d'assister dans l'instant à l'écroulement d'un énorme pan de l'Église. L'accélération de tous les phénomènes, qui est une des lois de ce siècle, ne joue-t-elle pas même pour la religion, qui semblait protégée par ses murailles séculaires? N'aurais-je pas de mon vivant la certitude de sa propre ruine, alors qu'il y a 10 ans à peine, ce n'était qu'une espérance confiée à un futur lointain? Un séminariste français disait encore ce soir avant le jésuite que l'Église d'aujourd'hui n'est plus faite pour guider les hommes, mais pour les servir. Voilà bien en effet l'énorme et fatale différence. C'est quand même assez bien vu. C'est d'actualité. D'actualité, c'est assez bien vu et c'est assez surprenant parce qu'en fait, Lucien, Lulu, est le défenseur de l'Église traditionnelle. Alors, pour finir, cette lettre alors c'est écrit dans le journal de Rebattet du 30 mars, lettre de Céline à Élifort en 1934 que je viens de lire dans le second et excellent cahier de Lerme consacré à Ferdinand. Ouvrez les guillemets, là, c'est Céline qui écrit. Depuis que les curés sont morts, le monde n'est plus que démagogie. On flagorne la merde sans arrêt. Il n'y a plus de contrition. Il n'y a plus que des chants de révolte et d'espérance. Espérez quoi? Que la merde se mette à sentir bon? Fermez les guillemets, ça c'est le style célinien. Voilà ce que dit Rebattet. En 3 lignes, 100 ans de l'histoire du monde. La mort de la foi chrétienne, de la morale chrétienne, entre parenthèses, Céline admirait l'Église, rappelant sans cesse à l'homme qu'il est un ver. Maintenant, la retape du peuple, des N, 3 petits points, des B, 3 petits points, par les curés qui ne croient plus en Dieu. C'est assez étonnant quand même de voir dans ce journal que Rebattet suit vraiment à la loupe l'évolution de l'Église et que cette évolution lui déplaît souverainement. Donc voilà le petit point que je voulais souligner concernant Rebattet. Il me fait un peu penser à, vous savez, comment il s'appelait, l'escroc tant apprécié qui avait volé à Nice, je ne sais combien, qui avait dévalisé les riches pour s'enrichir, comment il s'appelait, Spaggiari. Le fameux Spaggiari, qui était un personnage haut en couleur et qui disait que pour lui, un curé parlait forcément latin, était forcément en soutane. Ben, Rebattet, c'est un peu la même. Oui, mais vous voyez, c'était quand même profondément ancré dans l'inconscient des gens, alors qu'aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de jeunes ou moins jeunes qui n'ont absolument aucune connaissance catholique, aucune connaissance religieuse. Qu'en pensez-vous? Eh oui. Hein, c'est quand même assez. Voilà. Alors, je poursuis avec Rebattet pour faire un petit clin d'œil à Marcel Aimé.
car l'année 67 rebattait la cour, et il parle de Marcel Aimé, qui était un écrivain qu'il aimait beaucoup, comme Céline d'ailleurs, ils se connaissaient un peu, même s'ils ne se fréquentaient pas, mais Marcel Aimé avait défendu rebattait, et plusieurs fois Céline également. Et alors j'ai eu envie de relire un recueil de nouvelles de Marcel Aimé qui s'appelle La fille du shérif. La fille du shérif, c'est assez séduisant, on s'amuse beaucoup, on rit beaucoup, vous savez, il y a toujours ce côté fantastique. Et dans une de ces nouvelles qui s'appelle Héloïse, eh bien, il y a un homme, un certain Martin, à qui il arrive une aventure troublante. Tous les soirs, sur le coup de 8 heures, Martin changeait de sexe pour le lendemain matin à 8 heures revenir au masculin. C'est-à-dire qu'il devient femme tous les soirs à 8 heures, ce qui est assez surprenant. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Alors voilà un petit extrait qui, j'espère, vous fera sourire, hein, pour tout public. Hein. Je tiens quand même à rassurer notre public un peu rigide. Le premier soir qu'il se vit réellement pourvu d'une poitrine de femme et dépourvu de certaines qualités, Martin fut extrêmement contrarié. Et son épouse le fut aussi. Croyant à une métamorphose définitive, ni l'un ni l'autre ne put fermer l'œil de la nuit. « Mais qu'est-ce que va dire ma mère ?» se lamentait Madame Martin. « Je me fiche bien de ta mère » répondait Martin d'une voix qui avait tourné au soprano. « Ce qui m'inquiète, ce sont mes affaires. Je ne peux pourtant pas aller à mon bureau avec une poitrine pareille. Ça se verra. » De fait, sa poitrine était importante et se tenait d'ailleurs très bien. Entièrement nu pour se mieux repaître de son malheur, il arpentait la chambre à coucher en se tenant les seins, parfois les abandonnant à leur poids sans y penser, ce qui ne manquait pas de le gêner car en dépit de leur consistance, il bâlait un peu. « Donne-moi un soutien-gorge, dit-il gravement. » Alors, vous allez me dire que ça semble loufoque, ça semble incroyable, mais le génie de Marcel Aimé, c'est d'être capable justement de partir d'une situation totalement loufoque, et en même temps d'éclairer un certain nombre de points, de facteurs de la nature humaine avec une extrême précision. On croit que c'est bidon, on croit que c'est vraiment, je vous dis loufoque, c'est le terme qui convient, et on s'aperçoit qu'en définitive, il entre dans les interstices de l'esprit, de l'âme humaine, de l'être humain en général, et il fait part d'un grand nombre de réflexions qui sont tout à fait surprenantes. Donc je vous recommande, si vous voulez vous détendre, de lire La fille du shérif et surtout cette nouvelle qui s'appelle Héloïse. Donc voilà. C'est quelle maison d'édition? Alors c'est chez Gallimard. Ça a été La fille du shérif. Ce sont des nouvelles posthumes. Enfin, c'était des nouvelles qu'on a trouvées dans les papiers de Marcel Aimé. D'ailleurs, à ce sujet, je ne sais pas si je ne l'avais pas déjà mentionné, je connais quelqu'un qui habite en Mayenne et qui était un admirateur de Marcel Aimé, qui avait envoyé à Marcel Aimé une nouvelle qu'il avait écrite lui-même, mais un peu sur le style de Marcel Aimé. Il n'avait pas obtenu de réponse, Marcel Aimé était mort peu de temps après, et quelle n'a pas été sa surprise de voir un jour, dans un ouvrage pourtant très sérieux, de voir sa nouvelle qui était imprimée et éditée, je crois, par Gallimard. Alors évidemment, après, il a fait part, il a réussi à prouver que c'était lui qui en était l'auteur, et la nouvelle a disparu. Donc voilà pour mon tout premier coup de cœur. Maintenant, je vois que vous avez, je ne vais pas vous laisser dans le silence, je vois que vous avez un livre des éditions Décime. Oui, surtout que c'est un livre d'actualité, ou qui touche à l'actualité, un livre sur Chypre, par Jean-Claude Rollinat. Alors, personnage sympathique. C'est un personnage sympathique qui a voyagé de par le monde, avec un œil d'observateur, et j'ai lu vraiment avec intérêt ce petit livre, bien illustré d'ailleurs, il y a un beau cahier photo sur Chypre. Dans la préface, bien sûr, il évoque l'Antiquité, c'est l'île d'Aphrodite, puis la présence franque, les Lusignans, enfin la domination ottomane, puis la présence des Anglais, qui, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, vont, lorsqu'ils partiront, laisser le chaos. Donc, lors la présence anglaise, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux communautés à Chypre, les Turcs et les Grecs. Et il évoque très bien, en quelques pages, la naissance de Léoca, qui cherche à favoriser l'énosis. L'énosis, c'est tout simplement le rattachement de Chypre à la mère patrie, à la Grèce. Et c'est le fameux Grivas qui va être colonel, qui a été plus ou moins, avec des aléas, le compagnon de route de Makarios, qui était l'ethnarque. Donc il y a les accords de Londres, où il y a une répartition des pouvoirs entre Turcs et Grecs.
guerre civile. Makarios va être exilé, il va revenir malgré tout acclamé, imaginé. Paris vidé de sa population dans les rues pour acclamer son libérateur. Chose extraordinaire. Il faut savoir que l'armée grecque chypriote était commandée par des officiers grecs de Grèce. Au bout d'un certain temps, Makarios, qui était favorable à l'eunosis, il a à la fois le pouvoir temporel et spirituel, hein, c'est un ethnarque, va être renversé par le fameux Simpson. Ça ne va pas durer très longtemps. C'est certainement les généraux grecs, ou du moins certains, qui ont poussé à cette aventure, croyant ressouder les Grecs autour du nationalisme. Réaction immédiate de la Turquie. Et on voit sur la longue durée, c'est très important, de voir comment les Turcs réagissent. Invasion, partition de l'île, et ce qui est amusant de voir, ou amusant, désolant, de voir des églises chrétiennes, dont certaines ressemblent à nos cathédrales, qui ont été construites par les Francs, transformées en mosquées. Hein, vous avez les belles tours de la cathédrale, et qu'est-ce qu'on voit? Tout à fait au sommet, un petit minaret. Hein, c'est ce qui nous pend peut-être un jour au nez. Il ne faut pas l'oublier. Chypre est très important au point de vue géopolitique. D'ailleurs, il y a une base militaire toujours anglaise. Et qu'est-ce qu'on voit? Que la Turquie, qui est membre de l'OTAN, occupe militairement un pays membre de l'OTAN. Scandaleux. Ce qui est scandaleux, mais ce qui devrait amener à réfléchir sur l'utilité de l'OTAN et son rôle. À la fin du livre, l'auteur évoque les différents partis politiques de Grèce, aussi bien turcs que grecs, et le rôle de la Turquie. Je pense que le livre se lit comme un roman, comme on dit. Peut-être pas. Peut-être pas, mais ça se lit très vite. Et je pense que, vu ce qui se passe aujourd'hui en Turquie, ça devrait amener les lecteurs à réfléchir. Vous voyez, il faut être capable, comme ce que j'ai aimé dans Rebattet, ces réflexions sur l'Église. Moi, tout simplement, il était formé à quoi? La méthode historique. Bien sûr. Donc, certaines causes produisent toujours les mêmes effets. Et on voit très bien que l'actuel président turc, qui se voit un nouveau guide spirituel, la volonté de transformer Sainte-Sophie en mosquée. Ce qui est fait quasiment, non? Non, c'est fait. Mais c'est un signe politique. Oui, bien sûr. Donc ce livre, vous le recommandez. On peut également envoyer nos auditeurs à l'interview, comment dirais-je, que Thibaut de Chassey avait, comment dirais-je, menée avec Rolina, sur Radio Courtoisie, je crois. C'était fin juin, début juillet, oui, il me semble. Je ne sais plus à quelle émission. L'avant-dernière émission Il en a parlé aussi à une autre émission. Oui, mais Rolina est quelqu'un de plaisant. D'ailleurs, c'est vrai. Un très bon conteur. Très bon conteur, et le seul problème, parfois, c'est le manque de temps quand on l'a au téléphone, je me permets de le dire. Je l'ai eu au téléphone plusieurs fois. C'est toujours coulant, et c'est vrai que le personnage est sympathique et en même temps agréable à écouter, et il connaît bien son sujet. Alors, si vous voulez bien, je vais reprendre un peu mon coup de cœur. Là, c'est un coup de cœur un peu spécial. Je me souviens que vous aviez évoqué un jour, comment dirais-je, l'aspect non commercial de nos coups de cœur, hein, qui va pouvoir
être illustré par ce que je vais dire, puisque je voudrais dire 2 mots d'un tome de mémoires, les mémoires intempestives d'André Figueras, que je crois vous avez connu, oui. Un journaliste, un personnage hors du commun, un personnage, un bretteur. Haut en couleur. Haut en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire, un bretteur, qui était médaillé de la Résistance, mais qui en même temps écrivait dans une presse sulfureuse. Et dans ces mémoires intempestives que j'ai trouvé d'occasion et que j'ai lu comme ça, un peu par curiosité pour mieux découvrir le personnage, eh bien, j'ai beaucoup ri et j'ai beaucoup apprécié les portraits qu'il peut tracer des uns et des autres. Il parle également beaucoup du général Salan, qu'il connaissait très bien, et il parle aussi de la mort du général de Gaulle, le fameux trépas de Gaulle qui a suscité beaucoup d'interrogations puisque personne n'a vu le général dans son lit, les mains croisées avec un chapelet. Personne ne l'a vu. Il y a beaucoup de bruits qui circulent, qui ne sont peut-être pas des bruits d'ailleurs, j'ai pas enquêté. Et comment dirais-je, Figueras en parle parce que Salan était intimement persuadé que la mort du général de Gaulle était liée à une prestation de Salan à la radio. Voilà, par exemple, il écrit, Figueras, pour ce qui est de la mort de Gaulle, comme il avait bien fallu en donner l'heure exacte au moins, Salan constata qu'elle s'était produite au moment où il répondait à la radio à sa première interview d'homme libre sur Europe numéro 1 où le journaleux avait reçu d'innombrables coups de téléphone d'engueulade parce qu'il s'obstinait à appeler Salan monsieur. Salan, pour sa part, donc, était absolument sûr et soutenait mordicus que De Gaulle s'était étranglé de fureur en l'entendant parler à la radio et était tombé d'un coup de sang. Alors ça, je sais que cette histoire-là, je l'ai entendue plusieurs fois. Et également dans ses mémoires, parce que Figueras est un plaisantin, par moments il aime bien rire, il a beaucoup d'anecdotes, vous voyez, c'est très drôle si vous avez l'occasion de le lire. Savez-vous par exemple avec quelle pelle a-t-on creusé la tombe du général, frère Thierry ? Vous la connaissez celle-là ? Oui, l'appel du 18 juin. Et il avait également, dans ce livre, il parle beaucoup d'une certaine Madame Foix, qui n'aimait pas le général, manifestement, et qui racontait quantité de petites blagues, des blagounettes, comme on dit, qui plaisaient à l'époque et qui aujourd'hui ne sont même plus audibles pour certains. Alors Madame Foix racontait l'histoire suivante. 2 vers de terre se rencontrent à Colombay. L'un est maigre, l'autre est gras. Le premier demande au second, « Comment fais-tu pour être si prospère ?» « Eh bien, mon cher, je bouffe dans un 2 étoiles. » Voilà le genre de blague de Madame Foix. Elle avait également une autre devinette. Quelle est la plus grande poule, frère Thierry ? Faut se replonger dans le contexte. Eh bien, c'est De Gaulle, parce qu'il pond Pidou et qu'il couve de Murville. Vous voyez, c'était des petites blagues. Des petites blagues un peu... Elles sont un peu passées de mode, mais si vous voulez, l'humour a un peu disparu de notre vie quotidienne. C'était un peu le style des chansonniers. Voilà. Qui... autrefois, passait tous les samedis à la radio, oui. Et c'était supprimé. Mais oui, parce c'était une vieille tradition française. Voilà, voilà. C'est parfois pénible quand les gens en abusent, c'est comme soit des chansons, soit des bons mots. Voilà. Mais c'est une tradition qui est en train de disparaître. C'est en train de disparaître parce que les gens sont avec leur portable, ils ont la musique dans les oreilles, et puis surtout, je pense que l'humour est aussi le signe d'une société homogène et qui se porte bien, car pour faire de l'humour, même si, bon, c'est plus ou moins drôle, je vous l'accorde, mais il faut être capable de prendre une certaine distance sur soi-même. On voit bien qu'aujourd'hui, un type un peu léger, ce qu'on appelait dans le temps un benet ou un abruti, jadis, quand on se moquait, il sentait de lui-même qu'on se moquait. Aujourd'hui, tu m'agresses, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'agression, et c'est presque la plainte. Alors, pour finir avec Madame Foix, et Figueras le met, comme je n'aurais sans doute plus l'occasion de parler de Madame Foix, j'ajoute qu'elle détestait la messe moderniste avec laquelle elle fut pourtant enterrée. En particulier, l'exaspérait la célébration Versus Populum, qu'elle résumait avec une verdeur toute militaire, face au peuple et fesse au Christ. Ça, c'est... Non mais... Si vous voulez, c'est le bon sens populaire. Vous voyez, on retrouve un peu Rebattet, face au peuple et fesse au Christ. C'est un peu ça. C'est presque la même génération. C'est presque la même génération. Alors, les mémoires intempestives, donc vous avez ces petites blagounettes, vous avez beaucoup d'anecdotes concernant Salan, des anecdotes concernant Le Pen, des anecdotes concernant, l'abbé de Nantes, Jean Madiran, Georges Bidault, enfin, toutes les personnes qui ont eu leur heure de gloire. Et vous avez une anecdote également très intéressante et qui force le respect. Elle concerne Jean-François Devey. Je pense que vous devez vous souvenir un peu de Jean-François Devey. Qui était le responsable de Minute. Responsable et créateur. Voilà. Alors voilà, Devey et Boiseau, qui était un de ses salariés, étaient invités à dîner un soir
avec le général Salan au restaurant du Lutetia, parce que Salan habitait à côté, et comme sa femme n'était pas très en forme, il ne voulait pas s'absenter. Alors Salan était par contre très à cheval sur la ponctualité, et donc il ne riait pas quand il y avait plusieurs minutes de retard, et là, Devet et Boiseau sont arrivés avec 5-10 minutes de retard. Ils se confondirent en excuses, alléguant une raison médicale sur laquelle ils eurent la délicatesse de ne pas donner de détails. Le repas fut agréable et animé. À la fin, j'eus la surprise de voir que Devet et Boiseau, gros fumeurs devant l'Éternel, m'offrirent un cigare, mais ne prirent pas le leur comme d'habitude. Alors écoutez la chute. Quelques jours plus tard, j'eus la lugubre explication de l'affaire. L'affaire, donc, c'est le retard de Devet et Boiseau. Devet et Boiseau arrivaient de chez un médecin qui avait dit la vérité au premier. Il avait un cancer du poumon qui ne devait plus lui laisser que 3 mois à vivre. Devet avait eu le stoïcisme, non seulement de ne nous en rien dire, mais de faire bonne figure tout le long du déjeuner. 3 mois plus tard, en effet, Jean-François Devet mourait. On était en été, nous nous trouvions en vacances dans la Drôme. Comme il arrivait encore à la radio en ce temps de parler des gens de qualité, même s'il n'était pas bien en cours, j'appris un matin ce trépas et que l'enterrement aurait lieu l'après-midi même à Saint-Bonnet-le-Château. Vous voyez, ce sont des petites touches qui montrent d'abord l'extrême courage, oui, on peut dire le stoïcisme de cet homme qui n'a pas fait montre de son inquiétude, il savait qu'il était cuit, hein, et en même temps, on l'a évoqué sur les radios mainstream, comme on dit maintenant, ce qui montrait bien qu'à l'époque, il y avait quand même un respect de la culture et des gens valables. Donc voilà, en ce qui concerne, alors il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je voudrais terminer quand même par une petite touche religieuse, si je puis m'exprimer ainsi, car le fils de Jean-François, pas de Jean-François, mais d'André Figueras, pardon, est entré au Barou. Vous le saviez, ça, bien sûr, hein, avec avec Don Gérard, le père Raphaël. Voilà, alors peut-être situé en 1 minute ou 2 pendant que je retrouve ma page, le Barou, Don Gérard, sans entrer dans les détails. Mais... Il me semble que Figueras avait fait un livre sur les monastères de tradition, avec un reportage sur le Barou. Mais je ne sais pas si le reportage, il devait passer au Figaro Magazine, je crois, dans le Figaro Magazine. Oui, et je crois qu'il y a un livre, les monastères de tradition, avec Rémi Fontaine. Oui, je sais qu'il en parle là-dedans. Hein. Voilà. C'était pour le Figaro, ouais, c'est ça. Je ne vais pas ici écrire ce que j'aurais rédigé pour le Figaro Magazine. En fait, Don Gérard n'a pas voulu, je crois. Il y a une histoire, enfin, il faudrait retrouver dans le détail. Alors voilà, ce que je voulais vous lire, c'est je trouve ça très beau, hein, puisque c'est un père qui parle un peu de son fils, qui entre au monastère. Je ne vais pas ici écrire ce que j'aurais rédigé pour le Figaro Magazine. Mais j'espère ne pas importuner trop les lecteurs en consacrant tout de même quelques lignes à ce qui a sans doute été l'événement le plus important de ma vie. L'entrée de mon fils cadet en religion. Car quoi lui comparer? Un mariage? La guerre? Ce tout petit peu de célébrité que j'ai acquise? Quelques voyages? Quel peu que tout cela auprès de ce moment où Raphaël, tonsuré, sorti de notre univers, pourra 2 pas de nous s'isoler dans un monde plus pur où il ne nous serait jamais donné de pénétrer. À vrai dire, la brutalité du choc initial tint d'abord à une surprise. Nous avions embrassé notre fils 1 heure auparavant avec autant d'émotion, au moins que s'il s'était embarqué pour une Amérique dont il ne dut plus revenir. Mais où nous aurions pu le rejoindre peut-être, tandis que le pays si proche dont il devenait l'habitant ne pourrait jamais être le nôtre. Puis, l'abbatiale n'étant pas encore en ce temps-là achevée, nous descendîmes dans la crypte pour les vêpres. La procession des moines s'étira, et pas de Raphaël. Que se passait-il? Et tout à coup, une stupeur nous blessa. Il était juste devant nous, et même le plus proche de nous, la tonsure, la cape noire et je ne sais quel air d'au-delà. Il était déjà un autre, et nous ne l'avions pas reconnu. Je me baignai dans le désarroi et me mis à pleurer, tant quoi qu'en silence que lorsque nous partîmes, il subsistait une légère mare sur le dallage d'eau dessous de mes yeux. Depuis, j'ai pris l'habitude de cet obstacle infranchissable qui subsiste au milieu même de notre accolade. Et c'est finalement, pendant les offices, où nous savons que nous nous voyons sans nous regarder, que nous sommes le plus proches. Le spirituel l'a emporté sur le charnel, et la tendresse n'en est que plus forte. C'est magnifique. C'est magnifique. Et on lit ça, la gorge nouée par l'émotion. Ce Figueras est un type exceptionnel.
une grande gueule, certainement. Il raconte un peu, à un moment, il voit Perfit en voiture, il l'insulte plus ou moins, il repart. Il a ce côté comment dirais-je, qu'on appelait dans le temps la déconnade, vous voyez. Mais c'est ça qui disparaît un peu. C'était des hommes libres. Voilà, c'était des hommes libres, et en même temps, il a été touché par la foi, et je trouve que la manière dont il parle de son fils est le plus bel hommage qu'on puisse rendre. Une grande délicatesse. Ben écoutez, je suis ravi que ça vous plaise parce que vous avez connu le personnage, vous connaissez le Barou. Alors il y a des pages très belles sur Don Gérard, il parle un peu des souffrances qu'il a vécues, des attaques qu'il a pu avoir. C'est un ouvrage pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de France, qui s'intéressent à l'histoire de France contemporaine et à la France catholique. C'est un ouvrage tout à fait remarquable. Oui, donc, indispensable, il évoque aussi Madiran. Madiran, qu'il considère comme un des hommes les plus intelligents qu'il ait jamais rencontrés, et ainsi que l'abbé de Nantes. Pour lui, Madiran, voilà, c'est un type qui est, comment dirais-je, d'une intelligence extraordinaire. Ce qui est d'ailleurs la vérité, quoi qu'on puisse penser du personnage. Alors, je repars chez vous, je vois que vous avez un des best-sellers, un des livres les mieux vendus. Excusez-moi, je vais me faire... Bon, je ne le savais pas, parce écoutez, que j'aurais pu choisir d'autres livres. Bon, je vais évoquer très rapidement le titre du professeur Perron. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Très bon titre. Oui, chez Albin Michel, c'est un très bon titre. Très bon titre. Alors, sur le sujet, il y a de nombreux livres de professeurs de médecine. Oui. Et il faudrait que nos auditeurs, peu importe le livre qu'ils prennent, ils ouvrent les yeux sur la réalité de cette pandémie et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et je renvoie éventuellement au blog de Jeanne Smith. Que vous vantez souvent. Hein. Oui, parce que c'est une source d'information indispensable, du moins en langue française. D'ailleurs, Jeanne Smith, je me permets de le dire, je saute sur l'occasion, mais n'a-t-elle pas épousé un des fils Figueras, voilà. Si. Ils étaient tous les deux, à une époque, journalistes. Oui, à présent. Alors, Perron, qui était le personnage, tout le monde l'a entendu, l'a vu à la télévision, sur TV Liberté. C'est un professeur réputé. Il exerce à Garches. C'est un homme libre. Le titre met déjà l'eau à la bouche. Ah oui, le titre dit tout. Y a-t-il une vérité qui... Ça n'a pas dû leur plaire d'ailleurs, hein. Pas dû leur plaire. Donc, il est spécialiste de maladies infectieuses, un peu comme Raoult. Bien sûr. Mais moins médiatisé quand même. Voilà, non beaucoup moins. Peut-être qu'il a il a été conseiller scientifique à une époque, en matière de santé, de plusieurs gouvernements. Donc c'est quelqu'un qui connaît un peu... Les rouages du pouvoir, oui, bien sûr. Les arcanes du pouvoir. Et ce livre est quoi? Un pamphlet ou un réquisitoire? Peut-être les deux. Et il pointe quoi? L'impréparation, l'inertie, les mensonges du pouvoir qui ont amené au confinement et à un désastre sanitaire et surtout économique. Il évoque aussi les graves manquements. Et ça, il suffit d'aller sur Internet, de voir des conflits d'intérêts. Donc il y aurait matière, disons, j'ai parlé les fois dernières de la finance mafieuse, mais il est évident que quand on voit les accointances de certains officiels avec les laboratoires pharmaceutiques, là-dessus on a compris. On a compris, hein. Il dénonce aussi quoi, et c'est très important, aux atteintes à la liberté de prescription. Normalement, autrefois, un médecin était libre de prescrire ce qu'il estimait bon en conscience. Bien sûr. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut le savoir, c'est une grave atteinte aux libertés. Non, mais... Ensuite, il y a un chapitre extraordinaire sur l'amateurisme du conseil scientifique, où ils montrent toutes leurs contradictions, leur amateurisme. Puis, ça tout le monde le sait, la mauvaise communication du gouvernement. Pour terminer, qu'est-ce que je pourrais dire? Que c'est un livre à lire, il y en a bien d'autres sur le sujet. C'est un témoignage pour l'histoire.
devant laquelle certains hommes qui nous terrorisent aujourd'hui auront à répondre. Espérons-le. Ah non, si c'est pas devant les tribunaux, c'est au moins devant l'histoire. Ça, et devant l'histoire, ou même devant... qui vous savez... Moi, ça, je pense qu'ils ne croient plus en Dieu. Non, mais il n'empêche quand même qu'ils passeront peut-être, et même sûrement, devant le juge suprême. Alors vous parlez de ça, mais il est vrai que, en vous écoutant, je pensais à une phrase, seule une crise réelle ou supposée peut produire des changements. Hein, et c'est une phrase que j'ai puisée dans un petit bouquin qui s'appelle « Gouverner par le chaos », qui est le premier livre de Lucien Cerise, mais qu'il a publié sans donner son nom. Voilà les 4 lignes de la quatrième. Vous vendez ici des livres de Lucien On Cerise. vend Neuropirate, oui. Retour à Maïdan était chez Retour aux sources, je crois, donc il sera sans doute réédité. Voilà. Mais ce livre-là aussi... Petit livre. Et édité, gouverné par le chaos. Max Milot. Oui, mais il est édité. Il est édité. Oui, on le vend, oui, c'est un livre, voilà. Alors, c'est un livre que je recommande, pourquoi? Parce que soit Maïdan ou d'autres. D'ailleurs, sur mon site, vous avez plusieurs vidéos, et de lui, et de Didier Rochard, sur la manipulation. D'ailleurs, manipulation. On prépare un livre, mais ce qu'il faut savoir... Alors attendez, avant que vous ne parliez de votre livre, je vais quand même... Non, je parle de ça. De celui-là, oui. Que les techniques de manipulation ont fait des progrès vertigineux. Bien sûr. Et même depuis la publication de ce livre. Bien sûr. Alors, je voudrais quand même, avant qu'on évoque justement les techniques de manipulation qui veulent nous convaincre de... je dirais, c'est ce qu'on appelle la stratégie du choc, faire en sorte que nous puissions ne plus être ce que nous sommes, c'est-à-dire changer de comportement dans un but précis. Voilà un petit extrait qui permet de bien comprendre quand même le but et puis un peu de tracer le décor. Jacques Attali, l'un des plus fins observateurs sociopolitiques de l'époque, ne cesse de le rappeler, que ce soit dans ses publications ou ses interventions médiatiques. Écoutez bien, la plupart des dirigeants contemporains ne poursuivent fondamentalement que 2 buts. Le premier étant de mettre sur pied un gouvernement mondial. Le deuxième, afin de protéger ce gouvernement mondial de tout renversement par ses ennemis, étant de créer un système technique mondialisé de surveillance généralisée fondé sur la traçabilité totale des objets et des personnes. Ce système global de surveillance est déjà fort avancé grâce à l'informatique, à la téléphonie mobile et aux dispositifs de caméra, statiques ou embarqués dans des drones, en nombre toujours croissant dans nos villes. Un pas supplémentaire sera bientôt franchi avec la technologie RFID, Radio Frequency Identification, et les implants corporels de composants électroniques émetteurs de signaux qui assureront notre géolocalisation permanente. Ça veut dire qu'on aura une puce qui nous permettra, d'être géolocalisé en permanence, 24 heures sur 24, et sur toute la surface de la Terre. Ce tatouage numérique, plus qu'indélébile, puisqu'enfoui dans nos chairs sous forme de puces miniaturisées allant jusqu'au nanomètre, contiendra en outre les informations biographiques et biométriques suffisantes pour autoriser le profilage à distance de son porteur et permettre ainsi d'anticiper sur tout comportement évalué comme potentiellement dangereux de sa part. Alors voilà la chute qui explique bien ce que poursuivent les gens qui nous gouvernent. Profondément travaillés par ce fantasme d'ubiquité sécuritaire, le pouvoir politique se limite aujourd'hui à l'application du principe de précaution, pour lui, et à une recherche effrénée de réduction de l'incertitude et du risque zéro. L'intégration mondialiste, comme projet politique imposé par certaines élites aux populations, n'est ainsi rien d'autre que la mise en place d'un vaste système de prévisibilité et de réduction de l'incertitude des comportements de ces populations. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent absolument, pour faire passer leur gouvernement mondial, donc évidemment l'horreur, quand on y pense, c'est absolument terrifiant, ils veulent qu'il n'y ait plus aucune trace d'imprévisibilité. C'est-à-dire que constamment, ils font en sorte de tout savoir sur nous et de prévoir nos comportements. J'en veux pour preuve, frère Thierry, parce que c'est toujours intéressant de montrer par des exemples ce qu'on a pu, ce qu'on peut dire à droite et à gauche, et je vais vous lire le petit SMS que j'ai reçu avant de prendre mon train. Attendez, je trouve ça tout de suite. Attendez, ouais. Le petit SMS que j'ai lu dans le train en partant l'autre jour de Lamballe. Voilà ce que vous recevez aujourd'hui quand vous êtes dans le train. En descendant de votre Ouigo,
Pensez bien à prendre vos bagages. Avec le plan Vigipirate, tout oubli entraîne plusieurs heures de retard. Merci de votre vigilance. Voilà, je vous le montre, vous certifiez que c'est bien vrai. Ça veut donc dire que maintenant, quand vous prenez le train, grâce à l'informatique, qui est quand même pour ça qu'ils veulent l'informatisation à tout crin, ils vous culpabilisent, ils vous disent voilà, n'oubliez pas de prendre votre valise, parce que si vous prenez pas votre valise, eh bien ça va ralentir le rythme, je dirais SNCF, et vous allez et les passagers après vous vont perdre 2 heures. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le type qui a perdu sa valise, vous avez perdu votre valise une fois, vous, je me souviens. On me l'a volé. On vous l'a volé, mais vous étiez quand même... On n'allait pas venir vous enguirlander parce que vous l'aviez perdu. Mais là, vous êtes déjà assez ennuyé de ne plus avoir votre valise, et par-dessus le marché, on vous culpabilise en vous disant, à cause de vous, eh bien, Vigipirate est entré en action, et il a fallu passer 2 heures, ou 1 heure, ou une demi-heure, ou 3/4 d'heure, pour déminer cette fameuse valise. Mais c'est pas anodin. C'est pas anodin de recevoir en permanence des SMS, c'est une infantilisation, c'est une entrée dans nos vies privées, dans notre intimité, pour faire de nous des moutons. Vous êtes d'accord? Mais c'est risible. Ah oui, oui et non. Et ce qui est inquiétant, que les citoyens, c'est pour ça qu'il faut absolument que le livre soit lu, ne sont pas conscients que ces techniques, qui au départ sont issues du marketing, c'est ça, tout à fait. Ça date des années 20, d'ailleurs, plus ou moins. Édouard Bernays, je crois. Et de l'armée. Oui, Il y a une hybridation des deux techniques. Exactement. Et quel est l'objectif? Contrôler une population. Comment? Par la peur. Par la peur. L'infantilisation. Bien sûr. Et quand on pense, petit détail, dans un diocèse américain, j'ai vu ça sur Internet, il y a l'évêque qui a recommandé aux fiancés de se tenir à distance. Oui, non, et aux mariés aussi. On croit rire. Bien sûr. On se demande si le personnage a relu. Non, mais je pense que le personnage est pris dans le mouvement, il écoute la télévision, il lit tout ça, il a peur, et il n'empêche qu'on voit bien autour de nous des gens, on aurait pu attendre d'eux un peu plus de hauteur, un peu plus de jugement, et pas du tout. Mais je vous dis, là, je reprends un exemple. La résistance au changement, tel est le problème principal à surmonter en ingénierie sociale, parce que ça c'est la grande expression de Cerise, l'ingénierie sociale, ça fait un peu pédant comme ça, mais ce sont tous les moyens. En fait, c'est une sorte de supercherie, mais ce sont tous les moyens, les outils dont le pouvoir s'est doté pour s'assurer une supériorité définitive, en quelque sorte, sur les populations, en s'assurant la prévisibilité totale. Donc l'ingénierie sociale, il voit bien quand même que ça résiste au changement, les gens, de manière générale. Alors, voilà. Il faut savoir qu'il y a des failles. On voit par exemple, pour la pandémie, ils font des algorithmes, des projections mathématiques. Bien sûr. Mais ils se trompent. Ah ben, il se trompe. Et Raoult l'a bien montré. Bien sûr. Il y a des failles. Il y a des failles. Mais il n'empêche quand même que ce qui compte, c'est la perception de la réalité que les gens ont. Même si ce ne sont pas des faits avérés, ils ont entendu, ils ont vu à la télé certaines choses. Voilà. Alors, petit extrait encore, très bref. La résistance au changement, tel est le problème principal à surmonter en ingénierie sociale. La question qui se pose toujours aux praticiens, donc à celui qui pratique l'ingénierie sociale, est, ouvrez les guillemets, comment provoquer le moins de résistance à mon travail de reconfiguration? Comment faire en sorte que les chocs infligés ne provoquent pas une réaction de rejet? Donc, comment faire accepter le changement? Et si possible, comment le faire désirer? Comment faire adhérer au choc et au reformatage qui s'ensuit? Comment faire aimer l'instabilité, le mouvement, la précarité, le bougisme? Bref, comment inoculer le syndrome de Stockholm à des populations entières? Un prélude consiste à préparer les esprits en faisant la promotion dans l'espace public de mots-clés tels que nomadisme, dématérialisation, déterritorialisation, mobilité, flexibilité, rupture, réforme, etc. Mais ce n'est nullement suffisant. Dans tous les cas, l'attaque directe, dont la visibilité provoque un cabrage réactif contre-productif, doit être abandonnée au profit d'une tactique indirecte, dite de contournement dans le vocabulaire militaire. On reprend effectivement le vocabulaire militaire et on voit que c'est incessant, par les publicités, par les messages subliminaux. Et quand c'est trop voyant, ils font passer les changements en douceur. Exactement. Et dans l'ombre. Un dernier exemple. L'avortement, non? Oui, l'avortement jusqu'à 8 mois. 8 mois et 29 jours. Et les lois de bioéthique. Bien sûr. Il y a dedans des dispositions qui vont tout à fait vers ce que souhaite
la configuration d'un homme nouveau. Bien sûr. Et si vous voulez, c'est vrai que ça, je me souviens, ça avait été dit et décrit par Serge de Beketch à l'appel de Dénikine, dans un des discours qu'il tenait en clôture ou en ouverture de Renaissance catholique. Il avait parlé d'une image assez marquante qui avait été pondue par le créateur du GPU. Comment faire avaler du piment rouge à un chat? Évidemment, un chat qui a quand même l'odorat très développé, le piment rouge, il n'a pas tellement envie d'y aller. Eh bien, en lui badigeonnant le derrière de piment rouge. Et le chat a tellement mal au fion, si vous me permettez l'expression, qu'il finit par le léchouiller et il trouve ça bien. Alors qu'avant, vous lui auriez dit, tu vas un jour avaler du piment rouge, il aurait, avec ses moustaches, émis un signe pour dire non. Mais vous voyez, c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, dans ce petit bouquin, il y a énormément de notions que Cerise évoque. Alors, il les évoque, je rassure les gens, de manière lisible, parce que les sociologues, il faut s'en méfier. Il parle de la fabrique du consentement, créé par Édouard Bernays, qui est l'auteur de la citation et qui est né en 1891, mort en 1995. Il parle aussi du tititainment. Est-ce que vous savez ce que c'est que le tititainment qui a été pondu, cette notion, par un homme, c'est pas facile de prononcer, c'est Zbigniew Brzezinski. Alors je me suis préparé avant la petite émission, Zbigniew, comme un bignou, et Brzezinski. Alors, le tititainment, voilà ce que c'est. C'est pour expliquer qu'en fait, d'après lui, il y a 20% de la population qui travaille et il y a 80% de la population qui fait rien. Alors, comment ça? Pourquoi ce terme tititainment, selon Brzezinski, est une combinaison des mots entertainment et tits, le terme d'argot américain pour désigner les seins. Brzezinski pense moins au sexe, en l'occurrence qu'au lait qui coule de la poitrine d'une mère qui allait. Un cocktail de divertissement abrutissant et d'alimentation suffisante permettrait selon lui de maintenir de bonne humeur la population frustrée de la planète. On voit émerger la société des 2/10, celle où l'on devra avoir recours au tititainment pour que les exclus restent tranquilles. Et là, on comprend bien pourquoi, vous comprenez. On veut que 80% de la masse soit devant la télé, devant leur ordinateur. C'est pour ça qu'on a lancé la pornographie également. C'est parce que ça calme les gens, vous comprenez. Quand les gens me disent, mais le gouvernement devrait faire ça pour améliorer les choses, devrait faire ça. Mais je leur dis, mais vous n'avez pas compris que le gouvernement est contre nous, contre vous, contre toute vie digne, non, contre toute harmonie qui pourrait trouver, je dirais, une sorte d'harmonie qui permette d'avoir une vraie vie. Et l'idée aussi d'un salaire universel. Exactement, salaire universel, comme ça évitera aux gens de se rebeller. Quand vous dépendrez exclusivement de l'État, mais n'était-ce pas le rêve de Rousseau? C'est pas le contrat social, d'être complètement dans la main de l'État? Mais disons, toutes les folies que l'on voit aujourd'hui sont en germe au XVIIIe siècle. Exactement, mais... Alors, je reviens au livre que j'avais présenté la fois dernière de M. de Vigry. Oui, non, mais de Xavier Martin. Voilà, mais alors ce qui se passe, c'est que l'informatique permet d'aller beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'on veut de l'informatisation de tout, du billet de train, de tout, la dématérialisation. Moi, j'ai vu quand même à Carrefour, il y a peu de temps, je cite le nom, ne sortez pas des billets de 5 ou 10 euros, vous transmettez le virus. Et d'ailleurs, à propos de ce virus, je reprends l'expression de Pelletier quand il parle d'un virus covidentiel. C'est très fin. Parce que je ne veux pas entrer en détail, je ne suis pas un spécialiste. Mais toutes ces affaires-là, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? La manière dont ils ont géré les choses. Et finalement, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Avec une extrême sévérité, quand on sait que 99% des gens qui ont le Covid n'en meurent pas, le nombre de morts est très faible, alors que quand il était plus élevé, le masque était inutile. On est d'accord. Mais on voit bien que tout ça obéit quand même à un plan. Ça n'est pas possible d'être aussi mauvais, je ne le crois pas. Je pense que tout ça obéit à un plan de faire en sorte que nous soyons dans une stratégie du choc, que nous ne soyons absolument plus capables de discuter sereinement de ce genre de choses. Alors pour terminer, je dirais que il y a le tititainment, la fabrique du consentement, il évoque également le mind control, vous savez, le contrôle mental qu'on a évoqué, il évoque le virtualisme, c'est-à-dire il montre comment... Quand les électeurs votent mal, eh bien, on arrange le coup. Vous vous souvenez de cette fameuse élection de 2005. 2 ans après, l'affaire était réglée. Et il parle du management négatif. Le management négatif, c'est l'art de désorganiser les groupes, de faire en sorte que plus personne n'ait envie de se battre jusqu'à la mort pour défendre son groupe, son pays. Alors, via la parité, via le jeunisme, via la culture du spontané, eh bien, vous avez des gens maintenant qui sont des étrangers à vous-même, mais qui vont devenir quand même des petits consommateurs. Et après, l'étape ultime, ça sera le transhumanisme.
où là, vous serez carrément tranquille, vous aurez même plus besoin de travailler la matière humaine, vous aurez carrément créé autre chose. Alors, j'en ai fini avec ce petit livre Gouverné par le chaos, et je vois que vous avez le dernier ouvrage de Philippe de Villiers à côté de vous. Là aussi, un certain succès. Qui a pour titre « Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde ». Alors, le titre m'a intéressé, les Gaulois, j'ai pensé à cette fameuse phrase méprisante de Macron. Oui. Et... Ben, il y fait allusion, non? Les Gaulois réfractaires, c'est Macron. Mais bien sûr. Ouais. Je vais être très bref. Et je pense que le livre, j'espère qu'il se vend bien. Il se vend bien, mais il se vend chez tout le monde. Donc, si vous voulez, voilà. Mais c'est une bonne chose. Oui, je pense. D'une part, beaucoup de gens ont cru que Villiers était plus ou moins consciemment, à quelques degrés que ce soit, on ne sait pas trop, le complice de Macron. Je ne réponds pas. Le livre, je pense, si on le lit bien, il répond. Quoi qu'il en soit, c'est un pamphlet dans la grande tradition des pamphlets français. Il démolit, il détruit tous les arguments avancés pour manipuler les Français, pour les convaincre de renoncer à ce qu'ils sont et d'accepter le diktat du Nouveau Monde. Donc on recoupe un peu ce que disait, d'une manière différente, Cerise. Plus rien ne serait comme avant. Hein. C'est la fameuse phrase qu'on a entendue à de nombreuses reprises. En conséquence, plus de France, plus de nation, plus de passé historique à respecter, plus de frontières, plus de souveraineté. Mais quoi à la place? Le marché roi. Une Europe à construire, c'était le rêve de Macron qui a essayé de nous vendre sous la forme de souveraineté européenne. Et tout jusqu'à la crise a servi de prétexte à l'émergence d'une sorte de fédéralisme. Et on voit que les réalités bouleversent du moins la marche de ce plan inéluctable. L'objectif, c'était quoi? De la disparition des différents peuples, des mœurs, de la civilisation, et de parvenir à un monde d'individus indifférenciés et influençables. Mais qui consomment. Et la crise sanitaire, donc je renvoie aussi au livre de Péronne, qu'il faut absolument lire, est un retour, disons, violent à la réalité. Utilité des frontières, on a fermé les frontières. Utilité de la souveraineté, on voit qu'on est trop dépendant de l'étranger. Et on peut, et je vais citer une phrase de Villiers, où il dit que le carré magique de nos protections, c'est quoi? Le local, la famille, la nation. Les corps intermédiaires. Eh oui. Bien nouveau, sûr, il évoque, en passant, avec une plume de pamphlétaire, les événements qu'on vient de vivre. Le manque de masques, le manque d'appareils respiratoires, un pouvoir qui a été sourd aux avertissements et qui a été amené à mentir, officiellement, ouvertement. Et après, pour se garantir, on a recours au gouvernement des experts. Qui n'en sont pas, en fait, qui sont payés par le nouvel ordre mondial. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant Macron? Certes, Philippe de Villiers connaît Macron, d'ailleurs il évoque sa rencontre au Puy du Fou, et donc c'est bien avant la crise, où il avait fait la leçon. Et on voit que, au fond, de Villiers, qui est quand même plus âgé que lui, qui a une certaine expérience, a essayé de lui donner quelques conseils de bon sens. L'autre était courtois, et on peut dire qu'il y a une sorte de séduction mutuelle. Bon. Mais ça n'a pas été au-delà.
On peut dire qu'au Puy du Fou, De Villiers l'avait déjà averti des conséquences des faux principes Oui. qui l'animaient en politique. Oui, mais l'autre s'en moque. Non. Totalement. S'en moque. Villiers a été très naïf en croyant ça, non? Vous ne croyez pas? Et peut-être. Et dans ce livre, Philippe de Villiers se fait le porte-parole de la colère, disons, des Gaulois, qui grondent contre le Nouveau Monde. Alors certes, on peut dire que Macron a fait un geste vis-à-vis de Villiers, on ne sait pas trop, bon, le Puy du Fou a rouvert, Oui. Bon, c'est très bien, qui ne pourrait pas s'en réjouir. Et on peut dire que certainement, De Villiers lui en sait gré. Bon, Ce qui est normal. Mais qu'est-ce qui est important aujourd'hui? C'est sauver la France. Et c'est une question de vie ou de mort. Pour terminer, je dirais que c'est un essai politique, un pamphlet bien enlevé dans la grande tradition française. Et que la crise que nous venons de vivre, que Philippe de Villiers évoque ici, a le mérite de montrer l'utilité des frontières, de la souveraineté, du local, de la famille. Au fond, et je reprends les mots de Villiers pour terminer, du carré magique de nos protections. voilà, et que l'ingénierie sociale se plaît À détruire. à détruire. Alors pour finir, sur une note, j'aime bien finir sur des notes plus, je dirais, Gai. Oui, voilà, si on peut encore employer ce terme-là, sans que ça prête à confusion mais quand ça- même. Hein. c'est même- Mais oui, c'est de la gaieté, effectivement, de la joie de vivre, avec un ouvrage tout à fait remarquable de Marcel Pagnol. Vous avez connu Marcel Pagnol, Oui. personnage incomparable, qui a à la fois triomphé au théâtre, triomphé au cinéma et triomphé dans les librairies avec ses mémoires. Alors justement, on connaît ses mémoires d'enfance, si j'ose dire, avec Le château de ma mère, La gloire de mon père, Le temps des secrets et posthume Le temps des amours. Mais il y a un livre qui est moins connu, qui est un livre de mémoire tout à fait exceptionnel et qui s'appelle Confidence. Et Confidence, en fait, c'est un livre qui a été édité par Bernard de Fallois, qui d'ailleurs, Bernard de Fallois, qui est mort il y a 1 an ou 2, je crois, grand éditeur, et qui a justement eu la bonne idée de compiler toutes les préfaces que Marcel Pagnol avait écrites pour ses œuvres complètes dans les années 60. C'est-à-dire qu'avant chaque pièce, ou avant chaque film, il écrivait une préface. Alors, c'était écrit petit, les gens ne lisaient pas, les préfaces, c'est pas fait pour être lu, mais finalement, il se trouve que ces préfaces, quand elles sont lues, sont absolument passionnantes et retracent la vie de Marcel Pagnol dans l'entre-deux-guerres. Ça commence dans l'entre-deux-guerres. Après les premiers succès théâtraux, avec les Marchands de gloire et de jazz, vous savez que Marcel Pagnol était monté à Paris, était professeur d'anglais à Condorcet. Il aimait le théâtre, il était brillant, il a commencé par 2 pièces, et à un moment, il a eu envie d'écrire un chef-d'œuvre. Hein, les 2 premières pièces avaient été jouées, la gloire commençait à pointer, et il a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle Topaz. Topaz, il le met, j'ai alors eu l'idée d'écrire un jour une pièce de théâtre où l'on verrait un homme pur entraîné sans y rien comprendre dans de louches combinaisons. Et je voudrais vous lire un petit extrait d'une conversation que le jeune Marcel avait entendue. Son père était instituteur et il discutait avec un autre instituteur et un de ses oncles. Il parlait d'argent. Et vous allez voir un peu la morale de l'affaire de cette époque où les instituteurs, même les hussards noirs de la République, pour beaucoup étaient honnêtes. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors voilà ce que dit le père de Marcel. Supposons que je sois un clochard. Je m'éveille, alors il faudrait le lire avec l'accent, mais je n'ai pas l'accent. Je m'éveille un matin sous un pont. Je m'étire, je me gratte, je fouille mes poches que je croyais vides. À ma grande joie, j'y trouve une pièce de 10 sous. C'est une découverte importante. Aujourd'hui, je ne mourrai pas. Je peux acheter un pain et quelques tranches de saucisson. Cependant, je me fouille encore et je trouve une autre pièce. Voilà un joli morceau de fromage. Je me fouille une 3e fois et voici une 3e pièce de 10 sous. Ça fait une chopine de vin et plusieurs cigarettes. Là, Marcel revient, je l'interrompis pour lui faire remarquer qu'il ne buvait pas de vin et qu'il ne fumait pas. Le père reprend. C'est vrai, dit-il, mais quand je suis clochard, je fume et je bois. Je suppose que je fouille ainsi mes poches 100 fois de suite et que je me trouve à la tête de 50 francs avec la certitude que les poches magiques fonctionneront tous les jours. Je vais donc vivre comme un nabab. Mais avez-vous remarqué que chacun de ces francs successifs avait une valeur moindre que le précédent?
Et quelle serait la valeur du 51e? Pratiquement nulle. C'est pourquoi il serait malhonnête de le prendre, ou même le gagner. Parce que si je le gagne, j'en prive quelqu'un. Et pour ce quelqu'un, c'était peut-être le premier, le franc de la vie. Marcel reprend, je réfléchissais au sens de ce discours que je trouvais très noble et très beau. Mais l'oncle Jules s'écria, « Mon cher Joseph, si vous avez un jour la chance de posséder ces poches magiques, ne vous arrêtez pas au 51e franc. On ne sait pas ce qui peut arriver. Poussez donc jusqu'au 200 millième et achetez immédiatement un bon portefeuille d'actions qui vous rapportera 6 000 francs par an. L'intérêt de l'argent placé, répliqua mon père, est immoral. Si bas que soit le taux, c'est de l'usure. » Voyez, non mais, pourquoi évoquer ce long dialogue? Pour montrer le climat moral, non mais le climat moral dans lequel des gens pas si éloignés de nous vivaient. C'est absolu. Alors que maintenant, attendez, tout le monde se vante de pouvoir gagner de l'argent sans rien faire. On dirait peu le font. Mais on voit bien qu'avec toutes ces aides sociales ou autres, on voit bien que même avec le loto, les sommes gagnées, alors ça touche peu de gens, mais on voit bien l'immoralité galopante. Donc, Marcel Pagnol va écrire Topaz et il va connaître un triomphe phénoménal, et comme vous le savez, ces triomphes seront ensuite, je dirais, bissés en quelque sorte par les films qu'il jouera, qu'il tournera lui-même. Ça lui permettra à la fois d'être l'auteur de la pièce et l'auteur du film. Alors, vous avez, concernant cet ouvrage, toute la finesse de Pagnol, tout son talent de conteur, c'est-à-dire que les histoires qui sont racontées sont éblouissantes. Vous avez des anecdotes, en veux-tu, en voilà. Il parle énormément, enfin beaucoup, de Marcel Achard, vous savez, celui qui avait un visage un peu de batracien, avec ses grosses lunettes, qui écrivait des pièces très légères, et qui avait eu ce mot « je n'ai qu'une parole, mais je n'ai pas de mémoire ». Ouais, c'était toute une finesse spirituelle, alors vous retrouvez ça, et alors vous retrouvez, je ne vais pas tout raconter, vous le retrouvez après, la fameuse pièce Marius, avec Rému, Pierre Freinet, Oran Desmazis et les autres. Alors, il faut savoir qu'au départ, le choix de Freinet n'était absolument pas apprécié. Hein, parce que, comment il s'appelle, Rému ne voulait pas que son fils, César, soit joué par un protestant et par un Alsacien. Alors voilà le petit passage où il parle de ça. C'est page 143. Voilà, donc finalement, il ne trouvait pas de fils pour jouer Marius, et comment il s'appelle, Marcel Pagnol décide de choisir Pierre Freinet, un acteur tout à fait éblouissant. Vous l'avez vu dans Monsieur Vincent, vous l'avez vu dans La Grande Illusion, vous l'avez vu dans les films de Clouzot. Et comment il s'appelle, Pierre Freinet était ce qu'on appelle un comédien, c'est-à-dire que sa personnalité n'étouffait jamais les rôles qu'il jouait, contrairement à ceux qu'on appelle des acteurs. Et donc Pierre Freinet va se rendre, comment dirais-je, va se rendre à Marseille pour, pendant 15 jours, être en mesure, eh bien, de prendre l'accent marseillais et d'être capable de parler aussi bien qu'un Marseillais de pure souche. Alors voilà, les protestants ne sont jamais pas... Alors voilà le petit dialogue. Alors, donc Rému avait envoyé un pneumatique, comme on disait. De plus, il est protestant. Je déjeune chez Titin, donc il donne rendez-vous à Pagnol dans son restaurant. C'est là que je trouvais Jules, écrit Marcel, qui visiblement m'attendait, car à ma vue il cria « Titin, mets la bouillabaisse au feu !» Je l'attaquai aussitôt sur son point le plus faible. « Pourquoi reproches-tu à Freinet d'être protestant ?»« Je ne reproche pas, je constate. » Il prit aussitôt la mine d'un cacaire d'autrefois et dit d'une voix sans timbre, les yeux baissés et serrant les narines. « Les protestants, ce sont des gens sévères, des gens tristes, qui ne plaisantent pas, qui ne rient jamais. » Tout justement, Freinet rit volontiers. Moi, je l'ai vu rire. Oui, parfaitement. Oh, dit Jules triomphal, si tu l'as remarqué, c'est qu'il rit une fois par mois. Et d'ailleurs, c'est bien simple, les protestants ne sont jamais patrons de bar. Leur religion ne leur défend. Mais où as-tu pris ça? Je le sais, et tout le monde le sait. Eh bien moi, je ne le sais pas. Tu as beau avoir été professeur, dit Jules à Marcel Pagnol, tu ne sais pas tout. On n'apprend pas ça dans les écoles. Mais toi, dis-moi où tu l'as appris, lui dit Marcel. Il appela Titin à son secours. Titin, est-ce que tu connais un patron de bar protestant? Titin était prudent, donc c'est le patron de bar, et la question était posée sur un ton presque menaçant. Non, dit-il, je n'en connais pas. Puis, il se tourna vers moi et ajouta comme un aveu. Mais je n'en connais pas non plus de catholique. Il faut dire qu'entre nous, on ne parle guère de ces choses-là. Comment? Cria Jules indigné. Mais toi, est-ce que par hasard tu ne serais pas baptisé? Titin se hâta de répondre. Oui, moi je suis baptisé à l'église. Donc quand tu dis que tu ne connais pas un patron de bar catholique, tu mens.
Mais on ne parle pas de moi. Mais si, dit Jules, puisqu'on parlait des patrons de bar. Ici, ce n'est pas une sacristie, ce n'est pas une clinique, c'est un bar. Et en plus, ce protestant est alsacien. Oh malheur, dit Titin, Marius alsacien, c'est pas possible. Et tout ça pour vous dire que quelqu'un comme Rému était capable de sentir un tas de choses qu'aujourd'hui beaucoup d'acteurs ne sentent plus. Hein, et il est vrai que finalement, Pierre Freinet, pour conclure, est allé s'entraîner à Marseille. Il a passé 15 jours dans un bar marseillais. Et quand il y a eu le premier essai, la première répétition entre Rému et Pierre Freinet, il a été brillantissime, plus marseillais que les Marseillais. Et évidemment, Jules Rému l'a pris dans ses bras en lui disant « Fils, tu es plus marseillais que les Marseillais. » Et vous avez eu cet énorme succès qui, alors après ce livre, pour conclure, il raconte également la naissance du cinéma parlant, et comme Marcel Pagnol est un homme très entreprenant et qui réussit tout ce qui touche, c'est un peu toute proportion gardée comme Villiers en Vendée. Moi je me souviens avoir entendu des gens qui n'aimaient pas Villiers, qu'il trouvait insupportable pour différentes raisons, mais il me disait, habitant la Vendée, dès qu'il lance quelque chose dans son département, ça marche. Ça marche. Il réussit. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a pu obtenir un certain succès. Il avait une sorte de baraka. Par contre, il réussit moins bien quand il se présente au présidentiel. Mais ça, c'est autre chose. Donc, confidence de Marcel Pagnol. Si vous voulez passer un moment savoureux, vous replongez dans une France qui existe encore quand on en parle, mais de moins en moins, eh bien, lisez Confidence de Marcel Pagnol. Ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Je ne dirais pas qu'on vous remboursera si vous n'aimez pas, mais vous allez rire, vous allez retrouver tout un art de vivre, et en même temps, la naissance du cinéma parlant, et un certain nombre, je dirais, de personnages truculents que vos parents ou vous-même avez connus. Donc voilà, frère Thierry, je crois qu'on n'a pas dépassé. Vous avez été parfait, vous n'avez pas été trop bavard.